dans cette seconde vidéo, je vous propose d'aborder un nouveau thème consacré aux plaques tectoniques. C'est un thème que je vous avais donné à lire avant les vacances de la Toussaint et ce que je vous avais rapidement expliqué pour certains d'entre vous, mais pas tous, en classe. Donc, je vais y revenir rapidement dessus. Comme ça nous permettra, lors de mon retour, de nous concentrer essentiellement sur des expériences à réaliser dans le domaine de la géologie. Aujourd'hui, on passera en revue uniquement le chapitre numéro 1 de ce thème consacré à ce qu'est une plaque tectonique et surtout sur quoi se déplace cette plaque tectonique. Ça nous permettra ainsi d'aborder succinctement, très brièvement, la structure, c'est-à-dire l'anatomie interne du globe. Attention, vous êtes en classe de troisième. Le centre de la Terre étant situé aux alentours de 6400 km de profondeur, nous aborderons que l'anatomie, que la structure des 300 premiers kilomètres. Alors, pour aborder ce premier chapitre, je suis parti d'un constat simple que vous pouvez retrouver en flashant ce QR code qui vous donnera accès à un film, à un petit montage vidéo que je vous ai fait, mais également cette petite étude documentaire. Qu'est-ce que l'on constate? Si vous regardez les actualités, vous allez constater que les séismes se produisent avec régularité et avec plus ou moins de puissance, toujours dans les mêmes régions du globe. En revanche, d'autres régions sont toujours épargnées par les séismes. Et en fait, on pourrait se poser la question du pourquoi, à quoi c'est dû, comment ça se fait. Donc, on va essayer d'expliquer les causes des séismes. Pour trouver un élément de réponse à la question qu'on s'est posée, à savoir comment expliquer que des séismes se produisent uniquement dans certaines régions du globe alors que d'autres sont peu touchées, on peut avoir recours de nos jours, puisqu'on est à l'époque du multimédia, à un logiciel qui s'appelle Sismologue. Alors, il faut imaginer ce logiciel vierge. Là, vous avez en fait la production définitive. Qu'est-ce qu'on vous indique sur ce logiciel? C'est une sorte de planisphère. Voilà, on vous représente la surface du globe et on vous a indiqué par des points jaunes les séismes et par des triangles rouges l'activité volcanique. Nous, ce qui va nous intéresser dans un premier temps, ce sont les séismes. J'ai repassé à l'aide du stylo numérique l'endroit où il y avait des séismes. Et une fois que c'est entièrement repassé, regardez comment apparaît la surface de cette planète comme si vous aviez réalisé un puzzle. Autrement dit, la surface de notre planète est découpée en de multiples pièces. Si je m'attarde sur la pièce qui est ici, c'est-à-dire ce qu'on appelle la pièce africaine, je constate quoi? Je constate que les séismes se retrouvent toujours à la périphérie de la pièce, c'est-à-dire à la limite de la pièce. À l'intérieur, c'est relativement stable, il n'y a pas de séisme. Les séismes sont cette pièce, c'est ce qu'on appelle une plaque tectonique. Donc pour la définir, c'est comme une pièce d'un puzzle. Donc on va la définir comme une pièce, comme un morceau de la surface de la Terre, délimité par une forte activité sismique, voire volcanique, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les séismes. À la zone de contact entre deux plaques, c'est là où se concentre le maximum de séismes. Avant de poursuivre et de comprendre l'origine de ces séismes et pourquoi les séismes sont toujours localisés sur la zone de contact entre deux plaques, il suffit, on va s'attarder 2 minutes sur des notions importantes à connaître. Tout d'abord, la notion de plaque. Comme je vous ai dit, la plaque tectonique, c'est une zone stable de la surface de la planète, délimitée par une forte activité sismique, voire volcanique. D'autre part, vous devez connaître le nom de ces différentes plaques. Ça, c'est la géographie, c'est à apprendre par cœur, c'est pas compliqué. Moyen mémotechnique, la plaque porte souvent le nom du continent qu'elle englobe. Exemple, ici, on a la plaque africaine parce que cette plaque porte l'Afrique. Voilà. Ici, vous avez le continent sud-américain, donc on va appeler ça la plaque sud-américaine. Il y a des plaques un peu plus complexes à retenir, comme la plaque Nazca. Pourquoi? Parce qu'à ce niveau-là, vous avez un plateau qui s'appelle le plateau Nazca. Pour ceux qui connaissent, c'est un plateau au niveau duquel vous avez des symboles qui sont visibles depuis l'espace. Ici, vous avez des îles Coco, c'est pour ça que la plaque ici, elle a été appelée Coco. Bon, il faut apprendre le nom de ces différentes plaques tectoniques.
Il suffit tout simplement, le jour du contrôle, ce qu'on peut vous poser comme question, c'est un, la définition de ce qu'est une plaque tectonique, c'est ce que je viens d'énumérer. Deux, on peut vous donner une carte comme ceci, vierge, avec les plaques qui y sont représentées, et on va vous demander le nom des différentes plaques tectoniques. Voilà. Donc ça, c'est j'apprends de la géographie. Alors, je m'interroge légitimement sur ce qui peut provoquer les séismes, c'est-à-dire les vibrations, les tremblements de terre, à la zone de contact entre deux plaques. Je vais m'intéresser à la zone de contact entre la plaque eurasiatique, ici, et la plaque africaine. C'est ce qui est porté sur ce document. Que m'indique ce document? Vous avez des flèches qui vous indiquent la direction des plaques. Je constate ainsi que la plaque eurasiatique, à ce niveau-là, se déplace vers la plaque africaine. En revanche, la plaque africaine se remonte en direction de la plaque eurasiatique. Les chiffres qui vous sont donnés, ce sont tout simplement des vitesses de mouvement en millimètres, c'est indiqué dans la légende. Vous n'apprenez pas ça par cœur. On vous dit quoi? On vous dit que la plaque eurasiatique se déplace à une vitesse de 6 mm par an vers la plaque africaine et que la plaque africaine, avec la même vitesse, se déplace en direction de la plaque eurasiatique. Alors attention, les plaques tectoniques ne se percutent pas. C'est souvent des erreurs que j'ai en contrôle. Si je regarde ce document tout comme ce document-là, et c'est un peu comme votre puzzle, une fois que vous l'avez terminé, les plaques, c'est les pièces du puzzle, sont en contact. Elles ne se percutent pas, elles sont en contact. Et ça, c'est une notion fondamentale, hein. Je vais donc m'attarder à ces régions du globe, ici, qui sont régulièrement impactées par des séismes, et notamment la région d'Agadir, et m'intéresser à ce qui se passe dans le sous-sol. Ça, c'est une coupe géologique qui a été réalisée dans cette région. Je vous ai représenté ici par des flèches le sens de déplacement de la plaque africaine en rouge, qui remonte vers le nord, et en jaune la plaque le sens de déplacement de la plaque eurasiatique qui se déplace vers le sud, comme indiqué sur ce document. Qu'est-ce que j'observe en profondeur? J'observe différentes couches de roches matérialisées par des symboles différents. Certaines sont à l'horizontale, d'autres sont à la verticale, et regardez au niveau de cette région, je constate que les couches de roches sont pliées. Et j'observe cette zone, ici. De part et d'autre de cette zone, qu'est-ce que je vois? Je vois que la couche qui est ici est décalée par rapport à la couche qui est ici. Ça me permet, c'est comme si la couche qui est ici, qui est située à droite de cette ligne, était remontée et que la couche de roche située à gauche était descendue. Et ça, c'est ce qu'on vous a expliqué en classe de quatrième. Vous avez donc ici une fissure de part et d'autre de laquelle les roches se décalent et cette fissure, c'est ce qu'on appelle une faille. En quoi comment dire, cette morphologie, cette géométrie des roches et le décalage entre ces roches peut expliquer les tremblements de terre? Mais pour le modéliser, c'est pas compliqué. Prenez à la maison une plaque de polystyrène, comme illustré sur la photo qui est ici. Au lieu de mettre des cotillons, vous allez y positionner votre téléphone portable. Me télécharger, comme indiqué ici, l'application vibrometteur. Vous lancez l'application vibrometteur, vous tordez votre plaque et vous allez jusqu'à ce qu'elle se rompe. Et vous allez voir qu'au moment où elle se rompt, l'application enregistre des vibrations. Autrement dit, les vibrations qui sont à l'origine du séisme, voilà, qui provoquent le séisme. Rappelez-vous, un séisme, c'est un tremblement de terre. La terre, elle tremble, donc il y a des vibrations. Sont causées par la rupture d'un corps. Ici, c'est d'un corps à base de polystyrène. Dans la nature, ce sont les roches géologiques, les couches géologiques, les roches rigides du sous-sol qui se rompent et qui vont provoquer des séismes. Et regardez, elles se rompent où? Ben, à l'endroit où les deux plaques tectoniques sont en contact, parce que c'est des zones où vous avez le maximum de pression qui sont exercées. Voilà, ça c'était un rappel de la classe de quatrième. Donc on répond ainsi à notre question. Les séismes ne sont pas répartis au hasard sur notre planète. Ils sont essentiellement localisés sur les zones de contact entre deux plaques, parce que c'est au niveau de ces zones de contact que les pressions en lien avec le mouvement des plaques sont les plus importantes. Qui dit pression dit écrasement des roches,
rupture de la roche, vibration et donc tremblement de terre. Donc vous voyez, c'est pas compliqué. Donc là, dans cette première partie, je vous ai défini ce qu'est une plaque tectonique et surtout pourquoi, et on a répondu en même temps à la question qu'on s'était posée, pourquoi les séismes finalement impactent toujours les mêmes régions du globe. Deuxièmement, on va essayer de comprendre sur quoi se déplacent ces plaques tectoniques. Parce que si vous regardez la carte qui est ici, on constate que les plaques tectoniques ne se déplacent pas toutes dans la même direction. Mais avant d'expliquer pourquoi ces plaques se déplacent dans des directions différentes, on va essayer de comprendre quel est le moteur du déplacement des plaques. Et avant tout, sur quoi elles se déplacent. Alors, pour ce faire, il faut que j'aille investiguer en profondeur. Il faut que pour donner une réponse à la question que je viens de me poser, je puisse aller rechercher en profondeur ce qui se passe. Et dans ce cas-là, je dispose de deux moyens. Le premier moyen, je fais un trou. Je veux aller voir ce qu'il y a dans mon jardin, dans le sous-sol de mon jardin, je creuse. Alors, le plus profond forage, 13 km de profondeur. Le centre de la Terre, 6400 km de profondeur. En utilisant ce moyen d'investigation, c'est fort coûteux et puis c'est très limité. Donc, on va l'oublier, ce moyen d'investigation. Deuxième moyen. Le deuxième moyen est très simple. On va utiliser les vibrations. Un peu comme en médecine. Lorsque l'échographe veut aller voir la santé du bébé dans le ventre de la maman, ben, il ne va pas faire un trou, hein. Il va utiliser une sonde échographique. Cette sonde, qu'est-ce qu'elle fait? Elle émet des vibrations et vous avez des capteurs qui recueillent des vibrations. Et ça permet d'avoir une image du bébé. Et là, on va faire pareil en géologie. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser comme vibration, comme appareil pour engendrer les vibrations? Alors là, on va utiliser tout simplement les séismes. Les séismes les régions sismiques sont des zones où des vibrations sont émises. Donc, on va utiliser les vibrations émises lors d'un séisme. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est le cas ici. Vous avez la région d'Agadir, qui est ici. Voilà. Cette région d'Agadir, c'est une région fortement sismique, où des séismes se produisent régulièrement. Et puis, il nous faut, donc c'est une zone de production de vibrations. Deuxièmement, il me faut des capteurs, comme je vous ai dit. Et les capteurs, c'est des stations sismiques. Ces stations sismiques, je les retrouve au niveau sur cette carte de la ville d'Alger, Khartoum, Sao Miguel et New York. Qu'est-ce qu'on y a disposé? Tout simplement des sismographes, cours de quatrième. Le sismographe, rapidement, je fais un rapide rappel, est constitué d'une bobine, d'un pendule. Lorsque la Terre se met à trembler, la bobine est animée de mouvements verticaux. Le pendule qui est relié à un stylo, lui, reste à l'horizontale puisque les vibrations sont absorbées par le ressort. Et vous avez un tracé ici qui apparaît, qu'on appelle un sismogramme. D'accord? C'est comme un électrocardiogramme. Dès que vous avez un tracé, ça se termine par gramme. Que nous révèle ce tracé? Il nous révèle l'existence de trois types de vibrations. Les vibrations de type P, on les appelle P parce que c'est les premières à être enregistrées. Les vibrations de type S, on les appelle ainsi parce que c'est les secondes à être enregistrées, vous voyez, c'est très simple à retenir. Et les troisièmes types de vibrations qu'on appelle les vibrations L, L pour lente parce que c'est les troisièmes à être enregistrées. Nous, ce qui va nous intéresser dans l'étude qui va suivre, c'est l'exploitation des données fournies par les ondes P. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser, donc maintenant on sait quoi? On sait qu'on peut pas, que les séismes naturels engendrent des vibrations, qu'on a des capteurs pour enregistrer les vibrations, et ensuite on fait quoi avec tout ça? On va utiliser un outil mathématique, c'est une formule mathématique que vous connaissez tous en classe de troisième, c'est la suivante, vitesse égale distance sur temps. La distance, c'est laquelle? C'est la distance entre la zone où s'est produit le séisme, ici à Agadir, et les différentes stations sismiques qui sont ici sur la carte. Deuxièmement, le temps. C'est le temps que met la vibration. On sait à quelle heure s'est produit le séisme d'Agadir. On sait à quel moment est enregistrée la vibration sur la station sismique d'Alger, par exemple, et on va pouvoir calculer en faisant un petit calcul mathématique très simple, le temps qu'a mis la vibration pour parcourir la distance Agadir-Alger. Et
étant donné qu'on connaît la distance, on connaît le temps, on va pouvoir calculer la vitesse, c'est-à-dire la vitesse qu'a mis la vibration pour parcourir la distance Agadir-Alger. Alors, vous allez me dire, avec cette donnée mathématique, qu'est-ce qu'on fait? Mais dans un premier temps, il faut analyser les résultats. C'est cela, les résultats. Pour parcourir la distance Alger et Khartoum, la vitesse à laquelle cette distance a été parcourue était de 5,6 km par seconde. En revanche, pour parcourir la distance Agadir-Sao Miguel et Agadir-Bugor, les vibrations l'ont parcouru à la vitesse de 6,5 km par seconde. Donc déjà, j'ai une première différence. Sur les continents, la vitesse de propagation est inférieure à celle que l'on observe sous les océans. Qu'est-ce qu'il y a sur les continents? Qu'est-ce qu'il y a sous les océans? Là, c'est les forages. 1, les dragages du fond des océans. En 2, et l'activité volcanique en 3 va nous permettre de remonter à la surface des roches des profondeurs et on va mesurer dans les roches ainsi récoltées la vitesse à laquelle ces vibrations se déplacent. Et je vous ai mis les résultats ici. Et je vous ai mis un code couleur pour faire correspondre. Lorsque je mesure la vitesse de déplacement de ces ondes P, de ces vibrations de type P dans les graniques, j'obtiens 5,6 km par seconde. Ah, mais c'est intéressant ça. C'est la même vitesse que sur les continents. C'est-à-dire la même vitesse qu'ont mis les vibrations pour parcourir Agadir-Khartoum et Agadir-Alger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les continents, la roche parcourue est du granit. En revanche, au niveau des océans, je constate que la vitesse de propagation est de 6,5 km par seconde. Exactement la même vitesse de propagation que pour les basaltes. Donc j'en déduis quoi? Que la structure interne du globe en surface, je dis bien en surface, est composée essentiellement de granit au niveau des continents et que sous les océans, il y a essentiellement du basalte. Alors ça, c'est bien beau, mais là, on me donne la composition du globe en surface, à l'horizontale, en quelque sorte, de la planète. Moi, je veux savoir ce qui se passe en profondeur, jusqu'à 300 km de profondeur. Mais je vais faire la même chose, mais je vais utiliser des stations sismiques un petit peu plus éloignées sur la planète. Et je vous donne uniquement les résultats. Les résultats figurent, ici. Voilà. Alors, ça, c'est des résultats. Regardez, je vous ai mis un tableau. Dans la partie gauche du tableau, j'ai la profondeur en kilomètres, jusqu'à 300 km. Les enregistrements qui ont été effectués dans 3 régions du globe, l'océan Atlantique, l'océan Pacifique et l'océan Indien. Qu'est-ce que je constate? Que plus l'on va en profondeur jusqu'à 70 km de profondeur, plus la vitesse de déplacement des vibrations augmente. Et puis au-delà de 70 jusqu'à 300, je constate qu'elle baisse. Je peux constater la même évolution concernant la vitesse de déplacement de ces vibrations sous l'océan Pacifique et sous l'océan Indien. Et là encore, je vais essayer de comprendre quelle est la nature des roches situées en profondeur. Pour 6,5 km de profondeur, c'est pas compliqué. On a dit qu'on était sous les océans, puisque l'océan Atlantique, l'océan Pacifique, l'océan Indien sont des océans. Donc je sais que là, j'ai du basalte. En revanche, pourquoi la vitesse, là, elle augmente à 8 km par seconde? L'analyse en laboratoire permet de montrer que c'est la vitesse de propagation des ondes dans la péridotite. Autrement dit, sous les océans, au-delà de 7 km de profondeur, entre 7 et 70 km de profondeur, cette vitesse m'indique qu'il y a de la péridotite. Donc une roche qui est différente du basalte. On peut supposer que le ralentissement des ondes au-delà de 70 km de profondeur serait lié également à un changement de roche. Or, on constate que les roches qui sont remontées par les volcans sont également de nature péridotitique, c'est-à-dire ce sont également des péridotites. Donc là, ça me pose problème. Qu'est-ce qui fait que dans ces péridotites, au-delà de 70 km de profondeur, la vitesse de propagation diminue? Je vais faire une étude de comparée de 2 roches identiques en surface, les argiles. Il existe 2 types d'argiles, des argiles compactes et des argiles boueuses, c'est-à-dire des argiles molles. Je constate que quand les vibrations se déplacent dans ces 2 types d'argiles, j'ai
ces vibrations se déplacent dans le même type de roche, mais dans des roches qui n'ont pas le même comportement, qui ne sont pas aussi dures. Quand c'est dur, la vitesse est supérieure par rapport à la roche qui est molle. Autrement dit, il y aurait, si on extrapole ça au péridotite, entre 70 et 300 km de profondeur de la péridotite molle. Alors, à quoi ça me sert de savoir tout ça? Ben, ça va me permettre de dresser une anatomie, une structure interne de surface du globe terrestre. Résumé sur son ensemble, ça vous donne ceci. C'est la petite représentation schématique que vous allez devoir apprendre. On peut vous donner ce schéma en cours à restituer. C'est-à-dire le schéma, il est tracé, et on va vous donner simplement, on va vous demander de compléter les légendes, à savoir par cœur. Donc sur tout ce que je viens de vous expliquer, je vous ai dit que vous apprenez que ça. Je vous ai dit un bon élève ne retient que 10 à 20% de ce qu'on lui a appris. Jamais la totalité. Tout ce que je viens de vous montrer, c'est de la démonstration, c'est de l'étude documentaire. Donc ça, c'est pas à retenir, c'est à savoir, comment dire, c'est à s'entraîner à l'oral, à savoir reproduire à l'écrit, mais c'est pas à apprendre par cœur. Alors, que vous montre ce schéma de synthèse? Regardez, je vous ai fait là une coupe au niveau de l'Afrique. Ici, vous avez le continent, ici, vous avez l'océan Atlantique. Vous allez retrouver l'océan Atlantique ici et vous allez retrouver le continent ici. Qu'est-ce que j'ai dit? Sous le continent, jusqu'à 7 km de profondeur, j'ai des basaltes. Au niveau du continent, sous les océans, pardon. Au niveau du continent, j'ai du granit. Alors là, ça va un petit peu plus profondément, aux alentours de 30 km de profondeur. Il y a une petite erreur sur mon document, je ne vous l'ai pas mentionné, vous le rajouterez. Au-delà de ces deux couches de roches, en dessous, j'ai dit que les études, moi j'ai rien dit, les études montrent que la vitesse augmente et de l'ordre de 8 km par seconde. Et ces études ont permis de montrer qu'il s'agissait de péridotite compacte qui étaient présentes dans ces profondeurs-là du globe terrestre de 7 à 70 km de profondeur. Et au-delà, on a de la péridotite molle. Ce qui est intéressant dans ce graphique, c'est qu'on va pouvoir, nommer, regrouper ces différentes couches. En surface, on va appeler ça la croûte. Voilà, la croûte se forme toujours en surface. C'est comme la croûte, quand vous mettez au four, je ne sais pas moi, une pizza avec du fromage. Mais ce qui va durcir en premier, c'est la partie superficielle, c'est la croûte de la pizza. Mais là, c'est pareil. On va appeler la surface du globe une croûte. Vous avez deux types de croûtes, une croûte continentale faite de granit, une croûte océanique faite de basalte. En dessous, vous avez de la péridotite compacte. Et l'ensemble de ces deux couches, on va appeler ça de la lithosphère. Pourquoi ce mot-là? Sphère, c'est une sphère, c'est une figure géométrique. Lithos, c'est la pierre, c'est la sphère de pierre. C'est la sphère rigide. C'est là où les roches sont compactes. C'est là où les roches peuvent se rompre sous l'effet d'un sous l'effet des contraintes des plaques et donc provoquer des séismes. En dessous, on a la péridotite molle. On va appeler cette couche l'asténosphère. Alors, ça vient du grec sphère, mais figure géométrique. Vous connaissez tous ce que c'est qu'une sphère. Et l'asténo, ça veut dire mou en grec. C'est la couche molle. Autrement dit, ici, par l'étude des vibrations, par cette échographie de l'intérieur du globe, j'ai pu mettre en évidence les deux enveloppes de la Terre. La lithosphère, qui correspond tout simplement à mes plaques tectoniques, qu'on appelle du coup également des plaques lithosphériques, et ces plaques tectoniques se déplacent sur l'asténosphère molle. Et là, je voudrais faire juste une remarque qui est fondamentale et que j'ai un peu tronquée et masquée lors de mon explication. C'est ceci. Regardez cette photo-là. Ça, c'est une représentation qui est présente dans le National Geographic. Cette représentation nous dit quoi? Que en dessous des plaques tectoniques ici représentées, vous avez ici en jaune de la lave. Autrement dit, d'après cette représentation, la surface du globe, les plaques tectoniques sont formées de roches rigides qui se déplaceraient, un peu comme un radeau sur de l'eau, elles se déplaceraient sur du magma, c'est-à-dire sur un liquide.
Les explications, la démonstration qu'on vient de faire au regard des données chiffrées, de ces données, de ces enregistrements physiques et mathématiques, montrent que cette représentation est fausse. Donc ça, si déjà, sortant de la classe de troisième, vous avez dans votre tête barré cette représentation erronée, il vous reste ça. Je vous ai déjà expliqué en cours, la culture, c'est ce qui vous reste lorsque vous avez tout oublié. Donc là, c'est ce qui doit vous rester. Cette représentation est fausse. Le roche, l'intérieur du globe, elle est solide. Il n'y a pas de lave à l'intérieur du globe. Les magmas se forment de manière, comment dire, très régionalisée dans des contextes de pression et de température que vous verrez en classe de première. Mais là, c'est pas la question du jour. Moi, ce que je veux vous retenir, c'est ceci, ce schéma-là, et surtout, revenir sur votre représentation qui est souvent faussée. L'intérieur du globe est solide. Il n'a jamais été liquide. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite, j'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai été suffisamment clair dans mes explications. Je vous fais rapidement une seconde vidéo sur le second chapitre. Comme ça, quand je vous retrouve en cours, vous inquiétez pas, comme vous promis, je vous ferai faire des expériences en géologie. Dans cette seconde vidéo, je vous propose d'aborder un nouveau thème consacré aux plaques tectoniques. C'est un thème que je vous avais donné à lire avant les vacances de la Toussaint et ce que je vous avais rapidement expliqué pour certains d'entre vous, mais pas tous, en classe. Donc, je vais y revenir rapidement dessus, comme ça nous permettra, lors de mon retour, de nous concentrer essentiellement sur des expériences à réaliser dans le domaine de la géologie. Aujourd'hui, on passera en revue uniquement le chapitre numéro 1 de ce thème consacré à ce qu'est une plaque tectonique et surtout sur quoi se déplace cette plaque tectonique. Ça nous permettra ainsi d'aborder succinctement, très brièvement, la structure, c'est-à-dire l'anatomie interne du globe. Attention, vous êtes en classe de troisième. Le centre de la Terre étant situé aux alentours de 6400 km de profondeur, nous aborderons que l'anatomie, que la structure des 300 premiers kilomètres. Alors, pour aborder ce premier chapitre, je suis parti d'un constat simple que vous pouvez retrouver en flashant ce QR code qui vous donnera accès à un film, à un petit montage vidéo que je vous ai fait, mais également cette petite étude documentaire. Qu'est-ce que l'on constate? Si vous regardez les actualités, vous allez constater que les séismes se produisent avec régularité et avec plus ou moins de puissance, toujours dans les mêmes régions du globe. En revanche, d'autres régions sont toujours épargnées par les séismes. Et en fait, on pourrait se poser la question du pourquoi, à quoi c'est dû, comment ça se fait. Donc, on va essayer d'expliquer les causes des séismes. Pour trouver un élément de réponse à la question qu'on s'est posée, à savoir comment expliquer que les séismes se produisent uniquement dans certaines régions du globe alors que d'autres sont peu touchées, on peut avoir recours de nos jours, puisqu'on est à l'époque du multimédia, à un logiciel qui s'appelle Sismologue. Alors, il faut imaginer ce logiciel vierge. Là, vous avez en fait la production définitive. Qu'est-ce qu'on vous indique sur ce logiciel? C'est une sorte de planisphère. Voilà, on vous représente la surface du globe et on vous a indiqué par des points jaunes les séismes et par des triangles rouges l'activité volcanique. Nous, ce qui va nous intéresser dans un premier temps, ce sont les séismes. J'ai repassé à l'aide du stylo numérique l'endroit où il y avait des séismes. Et une fois que c'est entièrement repassé, regardez comment apparaît la surface de cette planète comme si vous aviez réalisé un puzzle. Autrement dit, la surface de notre planète est découpée en de multiples pièces. Si je m'attarde sur la pièce qui est ici, c'est-à-dire ce qu'on appelle la pièce africaine, je constate quoi? Je constate que les séismes se retrouvent toujours à la périphérie de la pièce, c'est-à-dire à la limite de la pièce. À l'intérieur, c'est relativement stable, il n'y a pas de séisme. Les séismes sont cette pièce, c'est ce qu'on appelle une plaque tectonique. Donc pour la définir, c'est comme une pièce d'un puzzle. Donc on va la définir comme une pièce, comme un morceau de la surface de la Terre, délimité par une forte activité sismique.
voire volcaniques, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les séismes. À la zone de contact entre deux plaques, c'est là où se concentre le maximum de séismes. Avant de poursuivre et de comprendre l'origine de ces séismes et pourquoi les séismes sont toujours localisés sur la zone de contact entre deux plaques, mais il suffit, on va s'attarder 2 minutes sur des notions importantes à connaître. Tout d'abord, la notion de plaque. Comme je vous ai dit, plaque tectonique, c'est une zone stable de la surface de la planète, délimitée par une forte activité sismique, voire volcanique. D'autre part, vous devez connaître le nom de ces différentes plaques. Ça, c'est la géographie, c'est à apprendre par cœur, c'est pas compliqué. Moyen mémotechnique, la plaque porte souvent le nom du continent qu'elle englobe. Exemple, ici, on a la plaque africaine parce que cette plaque porte l'Afrique. Voilà. Ici, vous avez le continent sud-américain, donc on va appeler ça la plaque sud-américaine. Il y a des plaques un peu plus complexes à retenir, comme la plaque Nazca. Pourquoi? Parce qu'à ce niveau-là, vous avez un plateau qui s'appelle le plateau Nazca. Pour ceux qui connaissent, c'est un plateau au niveau duquel vous avez des symboles qui sont visibles depuis l'espace. Ici, vous avez les îles Coco, c'est pour ça que la plaque ici, elle a été appelée Coco. Bon, il faut apprendre le nom de ces différentes plaques tectoniques. Il suffit tout simplement, le jour du contrôle, ce qu'on peut vous poser comme question, c'est la définition de ce qu'est une plaque tectonique, c'est ce que je viens d'énumérer. 2, on peut vous donner une carte comme ceci, vierge, avec les plaques qui y sont représentées, et on va vous demander le nom des différentes plaques tectoniques. Voilà. Donc ça, c'est j'apprends de la géographie. Alors, je m'interroge légitimement sur ce qui peut provoquer les séismes, c'est-à-dire les vibrations, les tremblements de terre, à la zone de contact entre deux plaques. Je vais m'intéresser à la zone de contact entre la plaque eurasiatique, ici, et la plaque africaine. C'est ce qui est porté sur ce document. Que m'indique ce document? Vous avez des flèches qui vous indiquent la direction des plaques. Je constate ainsi que la plaque eurasiatique, à ce niveau-là, se déplace vers la plaque africaine. En revanche, la plaque africaine se remonte en direction de la plaque eurasiatique. Les chiffres qui vous sont donnés, ce sont tout simplement des vitesses de mouvement en millimètres. C'est indiqué dans la légende. Vous n'apprenez pas ça par cœur. On vous dit quoi? On vous dit que la plaque eurasiatique se déplace à une vitesse de 6 mm par an vers la plaque africaine et que la plaque africaine, avec la même vitesse, se déplace en direction de la plaque eurasiatique. Alors attention, les plaques tectoniques ne se percutent pas. C'est souvent des erreurs que j'ai en contrôle. Si je regarde ce document tout comme ce document-là, et c'est un peu comme votre puzzle, une fois que vous l'avez terminé, les plaques, c'est les pièces du puzzle, sont en contact. Elles ne se percutent pas, elles sont en contact. Et ça, c'est une notion fondamentale. Je vais donc m'attarder à ces régions du globe, ici, qui sont régulièrement impactées par des séismes, et notamment la région d'Agadir, et m'intéresser à ce qui se passe dans le sous-sol. Ça, c'est une coupe géologique qui a été réalisée dans cette région. Je vous ai représenté ici par des flèches le sens de déplacement de la plaque africaine en rouge, qui remonte vers le nord, et en jaune la plaque le sens de déplacement de la plaque eurasiatique qui se déplace vers le sud, comme indiqué sur ce document. Qu'est-ce que j'observe en profondeur? J'observe différentes couches de roches matérialisées par des symboles différents. Certaines sont à l'horizontale, d'autres sont à la verticale, et regardez au niveau de cette région, je constate que les couches de roches sont pliées. Et j'observe cette zone, ici. De part et d'autre de cette zone, qu'est-ce que je vois? Je vois que la couche qui est ici est décalée par rapport à la couche qui est ici. Ça me permet, c'est comme si la couche qui est ici, qui est située à droite de cette ligne, était remontée et que la couche de roche située à gauche était descendue. Et ça, c'est ce qu'on vous a expliqué en classe de quatrième. Vous avez donc ici une fissure de part et d'autre de laquelle les roches se décalent et cette fissure, c'est ce qu'on appelle une faille. En quoi cette morphologie, cette géométrie des roches et le décalage entre ces roches peut expliquer les tremblements de terre? Mais pour le modéliser, c'est pas compliqué. Prenez à la maison une plaque de polystyrène, comme illustré sur la photo qui est ici. Au lieu de mettre des cotillons, vous allez y positionner votre téléphone portable.
me télécharger, comme indiqué ici, l'application vibrometteur. Vous lancez l'application vibrometteur, vous tordez votre plaque et vous allez jusqu'à ce qu'elle se rompe. Et vous allez voir qu'au moment où elle se rompt, l'application enregistre des vibrations. Autrement dit, les vibrations qui sont à l'origine du séisme, voilà, qui provoquent le séisme. Rappelez-vous, un séisme, c'est un tremblement de terre. La terre, elle tremble, donc il y a des vibrations. Sont causées par la rupture d'un corps. Ici, c'est d'un corps à base de polystyrène. Dans la nature, ce sont les roches géologiques, les couches géologiques, les roches rigides du sous-sol qui se rompent et qui vont provoquer des séismes. Et regardez, elles se rompent où? Ben, à l'endroit où les deux plaques tectoniques sont en contact, parce que c'est des zones où vous avez le maximum de pression qui sont exercées. Voilà, ça c'était un rappel de la classe de quatrième. Donc on répond ainsi à notre question. Les séismes ne sont pas répartis au hasard sur notre planète. Ils sont essentiellement localisés sur les zones de contact entre deux plaques, parce que c'est au niveau de ces zones de contact que les pressions en lien avec le mouvement des plaques sont les plus importantes. Qui dit pression dit écrasement des roches, rupture de la roche, vibration et donc tremblement de terre. Donc vous voyez, c'est pas compliqué. Donc là, dans cette première partie, je vous ai défini ce qu'est une plaque tectonique et surtout pourquoi, et on a répondu en même temps à la question qu'on s'était posée, pourquoi les séismes finalement impactent toujours les mêmes régions du globe. Deuxièmement, on va essayer de comprendre sur quoi se déplacent ces plaques tectoniques. Parce que si vous regardez la carte qui est ici, on constate que les plaques tectoniques ne se déplacent pas toutes dans la même direction. Mais avant d'expliquer pourquoi ces plaques se déplacent dans des directions différentes, on va essayer de comprendre quel est le moteur du déplacement des plaques. Et avant tout, sur quoi elles se déplacent. Alors, pour ce faire, il faut que j'aille investiguer en profondeur. Il faut que pour donner une réponse à la question que je viens de me poser, je puisse aller rechercher en profondeur ce qui se passe. Et dans ce cas-là, je dispose de deux moyens. Le premier moyen, je fais un trou. Je veux aller voir ce qu'il y a dans mon jardin, dans le sous-sol de mon jardin, je creuse. Alors, le plus profond forage, 13 km de profondeur. Le centre de la Terre, 6400 km de profondeur. En utilisant ce moyen d'investigation, c'est fort coûteux et puis c'est très limité. Donc, on va l'oublier, ce moyen d'investigation. Deuxième moyen. Le deuxième moyen est très simple. On va utiliser les vibrations. Un peu comme en médecine, lorsque l'échographe veut aller voir la santé du bébé dans le ventre de la maman, ben, il ne va pas faire un trou, hein. Il va utiliser une sonde échographique. Cette sonde, qu'est-ce qu'elle fait? Elle émet des vibrations et vous avez des capteurs qui recueillent des vibrations. Et ça permet d'avoir une image du bébé. Et là, on va faire pareil en géologie. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser comme vibration, comme appareil pour engendrer les vibrations? Alors là, on va utiliser tout simplement les séismes. Les séismes les régions sismiques sont des zones où des vibrations sont émises. Donc, on va utiliser les vibrations émises lors d'un séisme. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est le cas ici. Vous avez la région d'Agadir, qui est ici. Voilà. Cette région d'Agadir, c'est une région fortement sismique, où des séismes se produisent régulièrement. Et puis, il nous faut, donc c'est une zone de production de vibrations. Deuxièmement, il me faut des capteurs, comme je vous ai dit. Et les capteurs, c'est des stations sismiques. Ces stations sismiques, je les retrouve sur cette carte de la ville d'Alger, Khartoum, Sao Miguel et New York. Qu'est-ce qu'on y a disposé? Tout simplement des sismographes, cours de quatrième. Le sismographe, rapidement, je fais un rapide rappel, est constitué d'une bobine, d'un pendule. Lorsque la Terre se met à trembler, la bobine est animée de mouvements verticaux. Le pendule qui est relié à un stylo, lui, reste à l'horizontale puisque les vibrations sont absorbées par le ressort. Et vous avez un tracé ici qui apparaît, qu'on appelle un sismogramme. D'accord? C'est comme un électrocardiogramme. Dès que vous avez un tracé, ça se termine par gramme. Que nous révèle ce tracé? Il nous révèle l'existence de trois types de vibrations. Les vibrations de type P, on les appelle P parce que c'est les premières à être enregistrées. Les vibrations de type S, on les appelle ainsi parce que c'est les secondes à être enregistrées, vous voyez, c'est très simple à retenir. Et les vibrations
les troisièmes types de vibrations qu'on appelle les vibrations L, L pour lente, parce que c'est les troisièmes à être enregistrés. Nous, ce qui va nous intéresser dans l'étude qui va suivre, c'est l'exploitation des données fournies par les ondes P. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser, donc maintenant on sait quoi? On sait qu'on peut, que les séismes naturels engendrent des vibrations, qu'on a des capteurs pour enregistrer les vibrations, et ensuite on fait quoi avec tout ça? On va utiliser un outil mathématique, c'est une formule mathématique que vous connaissez tous en classe de troisième, c'est la suivante, vitesse égale distance sur temps. La distance, c'est laquelle? C'est la distance entre la zone où s'est produit le séisme, ici à Agadir, et les différentes stations sismiques qui sont ici sur la carte. Deuxièmement, le temps. C'est le temps que met la vibration. On sait à quelle heure s'est produit le séisme d'Agadir. On sait à quel moment est enregistrée la vibration sur la station sismique d'Alger, par exemple, et on va pouvoir calculer en faisant un petit calcul mathématique très simple, le temps qu'a mis la vibration pour parcourir la distance Agadir-Alger. Et étant donné qu'on connaît la distance, on connaît le temps, on va pouvoir calculer la vitesse, c'est-à-dire la vitesse qu'a mis la vibration pour parcourir la distance Agadir-Alger. Alors vous allez me dire, avec cette donnée mathématique, qu'est-ce qu'on fait? Dans un premier temps, il faut analyser les résultats. C'est cela, les résultats. Pour parcourir la distance Alger et Khartoum, la vitesse à laquelle cette distance a été parcourue était de 5,6 km par seconde. En revanche, pour parcourir la distance Agadir-Sao Miguel et Agadir-Bugor, les vibrations l'ont parcouru à la vitesse de 6,5 km par seconde. Donc déjà, j'ai une première différence. Sur les continents, la vitesse de propagation est inférieure à celle que l'on observe sous les océans. Qu'est-ce qu'il y a sur les continents? Qu'est-ce qu'il y a sous les océans? Là, c'est les forages. 1, les dragages du fond des océans. En 2, et l'activité volcanique en 3 va nous permettre de remonter à la surface des roches des profondeurs et on va mesurer dans les roches ainsi récoltées la vitesse à laquelle ces vibrations se déplacent. Et je vous ai mis les résultats ici. Et je vous ai mis un code couleur pour faire correspondre. Lorsque je mesure la vitesse de déplacement de ces ondes P, de ces vibrations de type P dans les graniques, j'obtiens 5,6 km par seconde. Ah, mais c'est intéressant ça. C'est la même vitesse que sur les continents. C'est-à-dire la même vitesse qu'ont mis les vibrations pour parcourir Agadir-Khartoum et Agadir-Alger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les continents, la roche parcourue est du granit. En revanche, au niveau des océans, je constate que la vitesse de propagation est de 6,5 km par seconde. Exactement la même vitesse de propagation que pour les basaltes. Donc j'en déduis quoi? Que la structure interne du globe en surface, je dis bien en surface, est composée essentiellement de granit au niveau des continents et que sous les océans, il y a essentiellement du basalte. Alors ça, c'est bien beau, mais là, on me donne la composition du globe en surface, à l'horizontale, en quelque sorte, de la planète. Moi, je veux savoir ce qui se passe en profondeur, jusqu'à 300 km de profondeur. Je vais faire la même chose, mais je vais utiliser des stations sismiques un petit peu plus éloignées sur la planète. Et je vous donne uniquement les résultats. Les résultats figurent, ici. Voilà. Alors, ça, c'est des résultats. Regardez, je vous ai mis un tableau. Dans la partie gauche du tableau, j'ai la profondeur en kilomètres, jusqu'à 300 km. Les enregistrements qui ont été effectués dans 3 régions du globe, l'océan Atlantique, l'océan Pacifique et l'océan Indien. Qu'est-ce que je constate? Que plus l'on va en profondeur jusqu'à 70 km de profondeur, plus la vitesse de déplacement des vibrations augmente. Et puis au-delà de 70 jusqu'à 300, je constate qu'elle baisse. Je peux constater la même évolution concernant la vitesse de déplacement de ces vibrations sous l'océan Pacifique et sous l'océan Indien. Et là encore, je vais essayer de comprendre quelle est la nature des roches situées en profondeur. Pour 6,5 km de profondeur, c'est pas compliqué. On a dit qu'on était sous les océans, puisque l'océan Atlantique, l'océan Pacifique, l'océan Indien sont des océans. Donc je sais que là, j'ai du basalte.
En revanche, pourquoi la vitesse, là, elle augmente à 8 km par seconde? Ben, l'analyse en laboratoire permet de montrer que c'est la vitesse de propagation des ondes dans la péridotite. Autrement dit, sous les océans, au-delà de 7 km de profondeur, entre 7 et 70 km de profondeur, cette vitesse m'indique qu'il y a de la péridotite. Donc une roche qui est différente du basalte. On peut supposer que le ralentissement des ondes sous euh, au-delà de 70 km de profondeur serait lié également à un changement de roche. Or, on constate que les roches qui sont remontées par les volcans sont également de nature péridotitique, c'est-à-dire ce sont également des péridotites. Donc là, ça me pose problème. Qu'est-ce qui fait que dans ces péridotites, au-delà de 70 km de profondeur, la vitesse de propagation diminue? Mais je vais faire une étude de comparée de deux roches identiques en surface, les argiles. Il existe deux types d'argiles, des argiles compactes et des argiles boueuses, c'est-à-dire des argiles molles. Mais je constate que quand les vibrations se déplacent dans ces deux types d'argiles, ben, ces vibrations se déplacent dans le même type de roche, mais dans des roches qui n'ont pas le même comportement, qui ne sont pas aussi dures. Quand c'est dur, la vitesse est supérieure par rapport à la roche qui est molle. Autrement dit, il y aurait, si on extrapole ça aux péridotites, entre 70 et 300 km de profondeur de la péridotite molle. Alors, à quoi ça me sert de savoir tout ça? Ben, ça va me permettre de dresser une anatomie, une structure interne de surface du globe terrestre. Résumé sur son ensemble, ça vous donne ceci. C'est la petite représentation schématique que vous allez devoir apprendre. On peut vous donner ce schéma en cours à restituer. C'est-à-dire le schéma, il est tracé, et on va vous donner simplement, on va vous demander de compléter les légendes, à savoir par cœur. Donc sur tout ce que je viens de vous expliquer, je vous ai dit que vous apprenez que ça. Je vous ai dit un bon élève ne retient que 10 à 20% de ce qu'on lui a appris. Jamais la totalité. Tout ce que je viens de vous montrer, c'est de la démonstration, c'est de l'étude documentaire. Donc ça, c'est pas à retenir, c'est à savoir, comment dire, c'est à s'entraîner à l'oral, à savoir reproduire à l'écrit, mais c'est pas à apprendre par cœur. Alors, que vous montre ce schéma de synthèse? Regardez, je vous ai fait là une coupe au niveau de l'Afrique. Ici, vous avez le continent, ici, vous avez l'océan Atlantique. Vous allez retrouver l'océan Atlantique ici et vous allez retrouver le continent ici. Qu'est-ce que j'ai dit? Sous le continent, jusqu'à 7 km de profondeur, j'ai des basaltes. Au niveau du continent, sous les océans, pardon. Au niveau du continent, j'ai du granit. Alors là, ça va un petit peu plus profondément, aux alentours de 30 km de profondeur. Il y a une petite erreur sur mon document, je ne vous l'ai pas mentionné, vous le rajouterez. Au-delà de ces deux couches de roches, en dessous, j'ai dit que les études, moi j'ai rien dit, les études nous montrent que la vitesse augmente et de l'ordre de 8 km par seconde. Et ces études ont permis de montrer qu'il s'agissait de péridotites compactes qui étaient présentes dans ces profondeurs-là du globe terrestre de 7 à 70 km de profondeur. Et au-delà, on a de la péridotite molle. Ce qui est intéressant dans ce graphique, c'est qu'on va pouvoir, nommer, regrouper ces différentes couches. En surface, on va appeler ça la croûte. Voilà, la croûte se forme toujours en surface. C'est comme la croûte, quand vous mettez au four, je ne sais pas moi, une pizza avec du fromage. Mais ce qui va durcir en premier, c'est la partie superficielle, c'est la croûte de la pizza. Mais là, c'est pareil. On va appeler la surface du globe une croûte. Vous avez deux types de croûtes, une croûte continentale faite de granit, une croûte océanique faite de basalte. En dessous, vous avez de la péridotite compacte. Et l'ensemble de ces deux couches, on va appeler ça de la lithosphère. Pourquoi ce mot-là? Sphère, c'est une sphère, c'est une figure géométrique. Lithos, c'est la pierre, c'est la sphère de pierre. C'est la sphère rigide. C'est là où les roches sont compactes. C'est là où les roches peuvent se rompre sous l'effet d'un sous l'effet des contraintes des plaques et donc provoquer des séismes. En dessous, on a la péridotite molle. On va appeler cette couche l'asténosphère. Alors, ça vient du grec sphère, figure géométrique. Vous connaissez tous ce que c'est qu'une sphère. Et l'asténo, ça veut dire mou en grec. C'est la couche molle. Autrement dit, ici, par l'étude des vibrations,
par cette échographie de l'intérieur du globe, j'ai pu mettre en évidence les deux enveloppes de la Terre. La lithosphère, qui correspond tout simplement à mes plaques tectoniques, qu'on appelle du coup également des plaques lithosphériques, et ces plaques tectoniques se déplacent sur l'asténosphère molle. Et là, je voudrais faire juste une remarque qui est fondamentale et que j'ai un peu tronquée euh, et masquée lors de mon explication. C'est ceci. Regardez cette photo-là. Ça, c'est une représentation qui est présente dans le National Geographic. Cette représentation nous dit quoi? Que en dessous des plaques tectoniques ici représentées, vous avez ici en jaune de la lave. Autrement dit, d'après cette représentation, la surface du globe, les plaques tectoniques sont formées de roches rigides qui se déplaceraient, un peu comme un radeau sur de l'eau, se déplaceraient sur du magma, c'est-à-dire sur un liquide. Les explications, la démonstration qu'on vient de faire au regard des données chiffrées, de ces données, de ces enregistrements physiques et mathématiques, montrent que cette représentation est fausse. Donc ça, si déjà, sortant la classe de troisième, vous avez dans votre tête barré cette représentation erronée, il vous reste ça. Je vous ai déjà expliqué en cours, la culture, c'est ce qui vous reste lorsque vous avez tout oublié. Donc là, c'est ce qui doit vous rester. Cette représentation est fausse. Le roche, l'intérieur du globe, elle est solide. Il n'y a pas de lave à l'intérieur du globe. Les magmas se forment de manière, comment dire, très régionalisée dans des contextes de pression et de température que vous verrez en classe de première. Mais là, c'est pas la question du jour. Moi, ce que je veux vous retenir, c'est ceci, ce schéma-là, et surtout, et revenir sur votre représentation qui est souvent faussée. L'intérieur du globe est solide. Il n'a jamais été liquide. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite, j'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai été suffisamment clair dans mes explications. Je vous fais rapidement une seconde vidéo sur le second chapitre. Comme ça, quand je vous retrouve en cours, vous inquiétez pas, comme vous promis, je vous ferai faire des expériences en géologie